Madame, Monsieur, bonsoir. Ce soir, nous allons nous lancer dans le décryptage d'un enjeu capital en lien avec la géopolitique contemporaine. Une géopolitique dont les acteurs comme les médias internationaux et la Cour pénale internationale s'entremêlent pour façonner les perspectives et influencer sur le destin de l'Afrique. Derrière chaque grand média, derrière chaque procédure judiciaire, se cachent des stratégies qui dépassent la simple information ou la simple procédure judiciaire. Au-delà donc du discours, nous allons questionner le rôle de chaque acteur et leur impact parfois ambivalent dans la dynamique de souveraineté du continent africain. Notre temps d'antenne sera donc consacré à une analyse des mécanismes parfois invisibles, ces instruments de domination qui influencent les décisions politiques, façonnent la justice internationale et les récits médiatiques à l'égard de l'Afrique. Et pour en parler, nous avons avec nous Gervais Nadambega, qui est un inconditionnel de questions majeures. Bonsoir, Monsieur Nadambega. Bonsoir, Madame. Vous êtes ingénieur de développement rural. Nous avons aussi professeur Franklin Niamsi. Alors, professeur agrégé de philosophie, il séjourne à Ouagadougou dans le cadre des UACO. Bonsoir et ravi de vous recevoir à Question Majeure. Bonsoir et bonsoir à tout le Burkina Faso. Alpha Yago nous rejoint ce soir. Il est communicateur. Bonsoir, Monsieur Yago. Bienvenue à Question Majeure. Merci beaucoup. Et nous avons mon esclave, docteur Boukari Nebié, ancien chercheur, spécialiste en analyse du discours. Bonsoir. Bonsoir, Madame Kéré. Bienvenue. Merci. Et de l'autre côté de la caméra, en ligne depuis le Cameroun, notre invité nous rejoint à Question Majeure ce soir, Jules Domché, il est journaliste. Sa participation à l'émission se fera bien sûr en ligne. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir à tous. C'est un réel plaisir d'être là pour participer à cette émission. Nous sommes aussi honorés de vous avoir avec nous. Alors, Madame, Monsieur, ce soir, comme je le disais tantôt, nos chroniqueurs sont invités à se prononcer sur la géopolitique et les médias internationaux, de même que la Cour pénale internationale, ces instruments de domination de l'Afrique. Aujourd'hui, on va dire que la communication en Afrique est vue comme un champ de bataille géopolitique où s'affrontent plusieurs acteurs pour imposer donc leur vision et défendre leurs intérêts stratégiques. Est-ce aussi votre vision, Monsieur Nadambega? Oui, mais absolument. Et il faut aller tout à fait au début. Qu'est-ce qui a caractérisé notre contact avec le monde dit occidental? C'était la recherche effectivement de leurs intérêts, donc des rapports effectivement d'exploitation. Et pourquoi effectivement ils sont passés par la domination? Ils sont passés par la domination parce que tout simplement, ou en s'appuyant surtout sur un racisme institutionnel. Et il vous souviendra que Karl Vaughan, qui a défini effectivement les races, a laissé la place à un autre qui a dit, Darwin, qui a fait une étude biologique pour dire effectivement, voilà comment ça évolue au niveau biologique. Et puis, il y a un autre qui a suivi au XVIIIe siècle pour prendre ce travail et dire qu'en fait, il faut de la domination pour assurer la survie de l'espèce. Tout est parti de là, et ils sont arrivés effectivement à la conquête. Ils sont arrivés à la conquête, et vous voyez ce qui a commencé à se passer. Ce qui a commencé par se passer n'a jamais changé jusqu'à aujourd'hui. Ça a simplement été des opportunités de s'adapter en fonction de l'époque, et la terminologie a changé pour s'adapter, la narration également. D'abord, au moment de la colonisation, c'était l'exploitation brute, et c'était les travaux forcés, et il n'y avait pas de complexe quelconque, c'était tellement clair. Et il y a eu effectivement la décolonisation et les indépendances. On a dit effectivement que nous sommes des États. Alors, indépendants. C'est de l'indépendance factice. Ils ont changé le langage. Ils se sont dit, bon, c'est un tiers-monde. Et comme c'est le tiers-monde, nous allons apporter effectivement, en apportant la civilisation au début, nous allons ajouter à la civilisation du développement. Et quand les gens arrivent et disent qu'ils vous apportent du développement, sachez que c'est simplement un masque. C'est pour cacher et s'adapter au fait que, bon, c'est devenu un État, il faut changer les mécanismes. Et les mécanismes, ça a été les apports coloniaux qui sont installés.
Regardez les accords coloniaux qui sont installés. C'était pour assurer quoi? Que nous ne réfléchissons pas par nous-mêmes. Nous ne décidons pas par nous-mêmes. Et c'est eux qui décident et nous montrent effectivement que nous ne sommes pas développés. Sur quels standards? Les standards, une fois de plus, de leur vision, de leur culture. En sachant bien qu'ils ont pris le soin dès le départ de travailler à une certaine acculturation en s'appuyant sur des vecteurs très forts, le vecteur de la religion et le vecteur de l'éducation. Donc, ils déstructurent tout et au niveau de l'éducation, ils nous mettent à la place effectivement de nos valeurs référentielles qui étaient tout le monde pour un, et un pour tout le monde, donc une société où le collectif, où la famille venait avant l'individu. On se retrouve dans un contexte où on réapprend à vivre. On réapprend, mais on réapprend à vivre comment? Sur un modèle qui va faciliter effectivement l'exploitation. Et puis ça a évolué et ils sont arrivés avec des termes tels qu'effectivement quoi? La globalisation. Pour encore masquer quoi? Les effets des techniques comme le PASS qu'ils ont utilisé pour arriver à faire tout ça jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils se disent, nous allons les tromper en disant que c'est un village global, nous voulons être ensemble. Et vous voyez le thème effectivement de la dernière Assemblée générale des Nations Unies. Mieux ensemble pour la liberté, pour les droits humains, le développement, n'est-ce pas, et la paix. C'était le thème central. C'était le thème central. Donc, une fois de plus, c'est la communication qu'on utilise avec les médias dans le monde, parce qu'on sait que personne ne contrôle encore la circulation de l'information. Alors, on joue sur quoi? On joue sur le contenu qu'on donne. Mais la paix, vous savez qu'ils définissent effectivement la paix comme une paix négative, une paix positive. Aujourd'hui, on ne parle pas effectivement de paix positive. Tant qu'il n'y a pas, les gens ne s'affrontent pas, tant qu'il n'y a pas de doum-doum qui éclatent, on se dit effectivement que c'est la paix, pourvu effectivement que eux continuent d'exploiter. Et mieux, quand on analyse effectivement le terrorisme, ça veut dire que eux les créent, ils utilisent les contradictions qu'ils ont installées dans nos communautés et entre les États, des États qu'ils ont découpés comme ils voulaient, pour les instrumentaliser contre eux-mêmes. Donc, à partir de ce moment, on retiendra toujours que si on veut comprendre un monde, il faut connaître effectivement celui qui dit le narratif. Et aujourd'hui, c'est eux qui tentent de donner un contenu au narratif, sauf que il y a comme un réveil qui est en train de se faire. Une prise de conscience. Une prise de conscience. Et dans cette prise de conscience, nous avons de plus en plus la parole. Comme par exemple, nous sommes là aujourd'hui. Et sur d'autres terrains, c'est là que l'on voit effectivement la puissance. Moi, je vais appeler ça la triade. C'est une triade géopolitique, médias, et vous ajoutez effectivement à la géopolitique et aux médias. Merci beaucoup. Oui. Alpha Yago, comment est-ce que vous analysez les stratagèmes utilisés par les puissances occidentales pour façonner le récit sur l'Afrique et continuer à dominer ce continent-là? À la suite donc de l'AUS de mon grand frère Nadam Bega, j'aimerais juste dire que la communication a toujours été un instrument au maître des puissances occidentales. Et la communication fait partie de ce qu'on appelle les instruments de soft power et qui est utilisé de manière insidieuse pour contrôler l'opinion, notamment des pays anciennement colonisés. Et c'est pourquoi vous allez constater que la BBC, par exemple, met pas moins de 600 milliards par an pour pouvoir donc influencer les opinions dans les pays anglophones notamment. Et pour ce qui est France Média Monde, je pense qu'en 2024, le budget était estimé à environ 285 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. Et en 2025, ce budget a grimpé à 306 millions d'euros. On ne met pas des sommes aussi importantes pour les beaux yeux des Africains, sachant qu'au niveau de ces deux grands médias occidentaux, l'essentiel donc de l'auditoire est composé d'Africains, donc de nos populations. Ce qui veut dire que c'est savamment orchestré, c'est planifié, c'est une stratégie mise en place depuis de nombreuses années
pour influencer l'opinion dans le sens de leurs intérêts à eux. Et heureusement qu'il y a une nouvelle dynamique. Madame Bega a parlé de globalisation. Cette globalisation a été un leurre, parce qu'on nous a vendu le fait que nous allons assister à une croissance, donc à travers la globalisation, la mondialisation, nous allons donc assister à une croissance partagée qui implique des fruits de la richesse. Voilà, tout le monde. Exactement. Et un partenariat, je dirais, gagnant-gagnant, qui a été répété dans de nombreux forats à travers le monde, différents congrès, mais qui finalement s'est révélé être une chimère, dans la mesure où, une fois de plus, l'Afrique se retrouve donc à la traîne de l'évolution du monde. Et c'est pourquoi nous estimons que la nouvelle dynamique en cours, le vent donc du changement donc en cours au niveau de l'AES est une opportunité extraordinaire, peut-être une des dernières chances que les pays africains ont pour enfin se débarrasser de ce néocolonialisme rampant qui n'a que trop duré. Et c'est de ce point de vue que je salue par exemple le travail extraordinaire qui a été posé par certains pionniers panafricanistes. Et je disais à l'entrée, quand j'ai rencontré le professeur Niamsi, que c'était un véritable plaisir pour moi de le rencontrer, parce que je le suis très régulièrement sur les réseaux sociaux depuis de nombreuses années. Et ce qu'il fait contribue à l'éveil des consciences au niveau des nouvelles générations. Il n'est pas le seul, mais il est là ce soir, donc je ne peux pas ne pas saluer cela, et ça fait partie de l'honnêteté aussi. Alors, je donne alors la parole à professeur Niamsi. Vous êtes présent à Ouagadougou dans le cadre des UACO en tant qu'invité spécial. Et lors de vos interventions, vous avez parlé du concept de terreau-journalisme pour caricaturer ces médias internationaux qui se cachent derrière les médias pour une domination médiatique que vous, sous le néocolonialisme, on va l'appeler comme ça. Est-ce que je m'approprie bien du concept qui a été développé lors des UACO? Vous êtes dans la révélation, chère Mounira. Bonsoir à tous les participants à ce panel. Bonsoir à nos auditrices, auditeurs. Je pense que nous débattons là d'une question centrale. Et il faut partir d'une distinction fondamentale entre les hommes et les bêtes. Les hommes, qui sont des êtres vivants, comme les bêtes et comme les plantes, ont ceci de particulier qu'ils ont perdu une loi de la nature qu'on appelle l'instinct. L'instinct est une loi de la nature qui détermine de façon quasiment automatique et spontanée le comportement des animaux. Mais au fil de notre évolution socio-culturelle, après notre création ou notre apparition, ça dépend des théories, nous, humains, avons perdu notre instinct et nos comportements seront surtout déterminés par des pulsions, des tendances, des réflexions, des représentations. Donc nous sommes des animaux hautement imprévisibles. Des animaux. Oui, mais des animaux. Entendez bien par animal le mot animus, anima, c'est-à-dire un être qui est doué d'une âme. Dans la langue latine, le mot animal n'est pas péjoratif. C'est un mot qui reconnaît la présence de l'être créateur, du principe animant, du principe vital. Nous sommes donc des super animaux, des hyper animaux, qui ont la particularité d'être libérés de l'instinct. À partir de là, puisque l'instinct ne nous encadre pas, qu'est-ce qui nous encadre? Eh bien, ce qui nous encadre, c'est l'instruction, c'est l'éducation, ce sont les coutumes, les usages, les habitudes, les idéologies, les croyances. Et c'est alors là qu'on trouve ce monde extraordinaire dans lequel nous baignons sur ce plateau, celui de la communication. Je dis souvent qu'il faut distinguer information et communication comme on distingue instruction et éducation. Dans l'instruction, on transmet des informations à quelqu'un qui est supposé ne pas savoir. Et quitte à lui d'essayer de les vérifier. Dans l'éducation, on transmet une manière de penser, une manière de faire. Déjà, on transforme un peu plus en profondeur la personne. De la même façon, dans l'information, donc, on vérifie et on atteste, ou on ne vérifie pas et on accepte. Alors que la communication consiste à faire penser quelqu'un d'une certaine façon, c'est-à-dire à façonner son intériorité. Or, en fait, quand on regarde ce que l'Afrique a subi, prenons simplement ces 600 dernières années, on a tendance à penser que nous avons été réduits en esclavage sur ce continent, réduits à la colonisation, à la néocolonisation, à l'impérialisme, parce que les assaillants avaient des moyens militaires supérieurs. Or, ce n'est pas vrai, car en réalité, le rapport de force démographique entre l'Europe et l'Afrique était largement en faveur de l'Afrique au moment de ces rencontres chocs.
Il y avait même, dans plusieurs régions de l'Afrique, des capacités militaires comparables à celles des Européens. Mais il y a une arme redoutable que l'Europe et le Moyen-Orient ont utilisée contre l'Afrique et qui a encore ses effets aujourd'hui. En effet, c'est l'arme du médium, l'arme de la communication, de l'information et de l'éducation. Ils sont entrés dans nos cerveaux. Et comme l'a dit Jomo Kenyatta, quand ils arrivaient, ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Nous possédions nos terres, ils avaient leur religion. Quand nous les avons ouverts, nous possédions leur religion et ils avaient nos terres. Et l'alchimie était faite. En fait, ils ont utilisé leur forme civilisationnelle comme un outil de captation mentale afin de nous soumettre physiquement et de posséder physiquement le plus grand continent du monde qu'ils se sont même permis de réduire dans sa taille sur la map monde. Rendez-vous compte que l'Afrique est réellement le plus grand continent du monde, mais que dans les maps monde qu'ils ont distribuées, ils nous ont rabougris. Du coup, j'ai vu qu'il y a 3 stratégies de communication qui s'affrontent sur le continent africain aujourd'hui. Celle des racistes, négriers, colonialistes, néocolonialistes, impérialistes, qui consiste à nous faire accepter que nous serions des êtres inférieurs. Que nous ne serions pas des hyper-animaux, des hyper-âmes, entendez comme cela Mounira, comme les autres. Ils nous disent, même à l'entrée au paradis, c'est nous d'abord, vous après. D'ailleurs, la plupart d'entre vous êtes faits pour l'enfer. Et ils l'ont fait croire, ils l'ont enseigné, jusqu'à faire croire à certains Africains qu'il fallait accepter que l'Occident leur accorde une évolution progressive vers l'indépendance, vers la souveraineté. Les fameux accords de décolonisation. Ensuite, il y a une deuxième école qu'il ne faut pas négliger, c'est celle des despotes africains. Ils ont une géopolitique, une géostratégie particulière. C'est d'expliquer aux Africains qu'ils sont le moins de mal, que la présidence à vie correspond à la stabilité nationale. C'est d'expliquer aux Africains qu'ils ont appris l'essentiel de l'Occident, du Moyen-Orient, et que ce qu'ils font, c'est vraiment tout ce qu'il y a de meilleur, qu'ils sont inamovibles, qu'ils sont même des dieux sur terre. Enfin vient une troisième école, celle à laquelle appartient le grand courant du panafricanisme. Et je souligne du panafricanisme révolutionnaire. Cette école dit que l'humanité africaine vaut n'importe quelle autre humanité en valeur. Il ne s'agit pas de l'affirmation de la supériorité raciale du noir sur les autres, mais de l'égalité radicale de tous les êtres humains en tant qu'issus de l'être créateur ou de la nature avec grande N. Et il s'agit par conséquent de déclencher une série de libérations. Première libération, la libération mentale, c'est-à-dire la désaliénation par l'instruction et par l'éducation. Deuxième libération, la libération socio-économique, la réappropriation des terres, des corps, la réappropriation des matières premières stratégiques. Troisième libération, la libération politique, la réinvention de nos institutions, non pas à partir de l'idéologie démocratique, gouvernementiste ou droit de l'homiste, à partir de l'histoire traditionnelle des empires, des royaumes, des chefferies, des républiques que les Africains ont inventées longtemps avant les Occidentaux, les Moyen-Orientaux, les Asiatiques ou qui que ce soit. Nous sommes les premières civilisations de la planète. La planète a été peuplée à partir de l'Afrique. Enfin, il y a une dimension qui est extrêmement importante, c'est la dimension militaire, sécuritaire, la défense. Reprendre en main l'outil de puissance, afin d'être craint par ceux qui ne nous respectent pas, puisque le respect dans le domaine géopolitique passe par la construction des rapports de force. Cette troisième communication rencontre donc maintenant face à elle ce que j'appelle le terreau-journalisme. Le terreau-journalisme, c'est le journalisme des puissances négrières, coloniales, néocolonialistes, impérialistes, et le journalisme des despotes. Il consiste essentiellement à informer pour rabaisser, ravaler, effrayer, informer pour légitimer la domination, informer pour décourager, pour faire vivre les Africains dans un fatalisme systématique. Pour combattre le terreau-journalisme, on ne peut pas se référer à son propre référentiel. Il ne faut pas s'inspirer de la conception de la communication des puissances dominantes, ni de celle des despotes. Nous devons donc inventer une contre-communication, une communication de libération qui, pour moi, a 4 points essentiels. Premier point, la vérité. Deuxième, la justice. Troisième point, la solidarité. Et quatrième point, l'action. Ce sont les valeurs fondamentales de la civilisation africaine qui refondent la révolution populaire progressiste africaine de la communication. Merci professeur. Alors, docteur Boukari Nebié, quelle est votre perception de cet néocolonialisme qui se manifeste à travers la domination par les canaux de communication?
Merci bien, Madame Kéré. Je crois qu'à la suite de ce que viennent de dire à la fois professeur Yamsi, mon grand frère Nadam Bega et mon grand frère Yago, je ne peux que marcher dans leur plate-bande, non pas par suivisme, mais parce que ce qu'ils ont dit est une vérité absolue. Aujourd'hui, il n'est un secret pour personne que qui détient la communication détient le pouvoir, détient les masses. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, le professeur l'a dit. Même quand à un certain moment on nous présente la supériorité militaire de l'Occident, lorsque nous avons commencé, enfin il y a eu les premières rencontres entre l'Afrique et l'Occident, donc les premières violations et les premiers viols, pour reprendre les termes de Césaire, les premiers viols de l'Afrique par l'Occident, notamment par la France, ce n'est pas tant parce que nous étions en termes militaires inférieurs, mais il y a une forme de communication qui l'a précédé. Et malheureusement, cette forme de communication n'a pas été seulement l'œuvre, il faut le dire, n'a pas été seulement l'œuvre des Occidentaux ou des Européens. Elle a été aussi l'œuvre des Africains nous-mêmes, qui avons malheureusement accepté le narratif des Occidentaux et qui parfois avons agi sur place pour préparer les esprits à accepter ce que le colon allait venir nous dire. Et quand vous demandez par exemple comment, pour répondre à votre question, le comment, je cite Joseph Kizerbo, qui dit que le malheur de l'Afrique aujourd'hui ne vient pas seulement du fait que les Occidentaux nous ont toujours réduits au silence, mais vient du fait des Africains eux-mêmes. Et pour étayer cet argumentaire-là, il dit, si l'homme était à Paris, au Texas, CNN allait en faire la une de ces journaux chaque jour. Autrement, pour que les gens comprennent bien, l'homme est à Paris en Afrique. Mais aujourd'hui, quand vous dites que l'Afrique est le berceau de l'humanité, des Africains vous demanderont « et après ?» C'est comme si c'était rien. Mais si l'homme était à Paris, au Texas, CNN chaque jour allait rappeler cela. Et comme dit le proverbe, calomnier, 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 il en restera toujours quelque chose. Si vous avez des valeurs, si vous avez des supériorités, si vous avez des richesses dont vous n'êtes pas capable de présenter aux autres, dont vous avez honte, mais on vous fera croire que ce que vous avez, enfin, vous n'avez rien en réalité. Donc aujourd'hui, la communication est un outil, est un instrument de domination. Tout à l'heure, le grand frère Yago a donné un chiffre, et je l'ai vérifié également. Environ 306 millions d'euros. France Média Monde. Dans France Média Monde, vous retrouvez les RFI et autres. RFI qui est incrusté au Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay qui est le ministère des Affaires étrangères français. Mais comment aujourd'hui on m'explique, moi, quand RFI parle du Burkina Faso, c'est purement de l'information, c'est du journalisme pur et qu'il n'y a rien de communicationnel dedans. C'est tant est que, et c'est peut-être là que parfois je ne suis pas tout à fait en phase avec ceux qui sont dans l'orthodoxie journalistique classique, qui disent qu'il faut mettre de côté la communication, de l'autre côté l'information. Aujourd'hui, les pistes sont presque brouillées quand RFI parle. RFI qui est financé par le Quai d'Orsay, c'est de la communication ou c'est du journalisme? Je dirais que c'est plus de la communication. Quand BBC, qui est financé par l'État britannique, parle, c'est du journalisme ou c'est de la communication? Quand VOA du côté de l'Amérique parle, c'est la même question que je me pose. Et en fait, quand Deutsche Welle, du côté de l'Allemagne, communique ou informe, c'est de la communication ou c'est de l'information? Aujourd'hui, il faut que les États africains comprennent cela, et surtout les États africains comme les nôtres, au niveau de l'AES, qui avons un nouveau narratif à bâtir. Et tant que nous aurons honte de repenser par nous-mêmes ce nouvel narratif-là, nous n'allons pas nous en sortir, parce que ce que les autres vont nous vendre, c'est ce que nous allons consommer. Et j'allais terminer là-dessus. Voyez-vous, aujourd'hui,
RFI, France 24 et autres sont en difficulté en Afrique. La semaine dernière, qu'est-ce qu'on a vu? Zoa, qui est une nouvelle chaîne de télévision conçue en France, financée par la France, mais qui sera animée par des jeunes Africains au profit des Africains. Donc l'Afrique n'a pas cette intelligence, cette capacité de créer un média pour les jeunes Africains. C'est Paris encore qui va concevoir un média pour les jeunes Africains. Je pense qu'il y a lieu qu'on réfléchisse par deux fois. Merci. Nous allons retrouver en ligne Jules Domché du côté du Cameroun. Alors, Jules, comment est-ce que vous percevez l'influence de la géopolitique sur la communication en Afrique? Mais avant, il parlait du contenu des médias internationaux. Quelle différence aujourd'hui y a-t-il entre communication et journalisme? Est-ce que tout le contenu qui est servi est axé sur la communication ou bien est-ce qu'il y a une part d'information dans tout ça? Merci beaucoup pour vos questions. Vous savez, mes dévanciers ont dit beaucoup de choses, donc je vais essayer de compléter en étant un peu plus contemporain. La première chose que je vais dire en sortant de ce que relevaient nos amis sur le plateau tout à l'heure, tout ce qu'ils ont dit est très vrai. Mais je me dis, à qui la faute? C'est l'action que nous devons nous poser. Je pense qu'il faudrait qu'en même temps que nous dénoncions, nous essayons également de prendre nos responsabilités et de dire que si nous sommes là aujourd'hui dans cette situation, c'est parce que certains parmi nous y ont contribué et continuent de le faire aujourd'hui. Quand on prend par exemple le cas de France Média Monde, qu'on a beaucoup évoqué tout à l'heure sur le plateau, si RFI est aujourd'hui la radio la plus écoutée en Afrique francophone, c'est pas la faute de France, c'est la faute de nous autres Africains, à nos dirigeants présentement, qui leur accordent des bandes FM dans tous nos pays, en concurrence avec des radios locales qui, comme vous le savez, n'ont pas les mêmes moyens. C'est pour ça que je pense que ce qui a commencé à être fait dans l'AES doit continuer. Je trouve qu'on n'est pas allé assez loin. Il faut que nous soyons capables d'assumer nos positions. Rien ne nous oblige, en tant qu'État souverain, d'accepter de recevoir sur notre territoire toutes les chaînes du monde entier. Je l'ai dans le que j'ai écrit, Médias comme instrument de politique étrangère en Afrique. Je disais que l'Afrique, dans le domaine médiatique, comme dans plusieurs domaines, est quasiment la poubelle du monde. C'est-à-dire que c'est le seul continent au monde où on reçoit toutes les chaînes de télévision, compris des chaînes qui prennent des valeurs totalement contre les nôtres, totalement illégales. C'est inadmissible. Donc je pense qu'il faut dénoncer ça, mais il faudrait que nos dirigeants aillent plus loin, prennent le courage de supprimer dans nos espaces de diffusion des chaînes réalistes qui ne se cachent même pas. Moi, je suis toujours amusé parce que vous faites certainement le tour de l'Afrique. Vous arrivez dans un aéroport en Afrique, quelles sont les chaînes de télévision que vous voyez tourner en boucle? C'est France 24, c'est BBC, etc. Pourquoi? Alors qu'aujourd'hui, nous avons la capacité de riposter. Je voulais vraiment mettre le point là-dessus, dire nous devons prendre nos responsabilités et faire pression sur nos dirigeants pour qu'ils changent totalement de paradigme. La deuxième chose, c'est qu'on ne va pas inventer le fil à coupe de beurre. Il nous suffit de regarder ce que font les autres. Vous verrez bien que les Asiatiques, les Chinois par exemple, ils ne se plaignent pas. Parce qu'en Chine, on ne diffuse pas n'importe quoi, n'importe qui ne diffuse pas en Chine. Vous produisez un film, si vous le diffusez sur le marché chinois, qui est probablement le plus important au monde, vous vous arrimez à l'idéologie chinoise. Alors, pourquoi en Afrique, si je ne veux prendre que ce cas, dans la plupart de nos pays, l'homosexualité est réprimandée, est condamnée. Mais nous diffusons des séries à longueur de journée à travers le Canal+, qui font la promotion de l'homosexualité. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus loin? Donc je voulais dire que quand vous regardez par exemple comment le monde arabe a réagi avec Al Jazeera, l'information n'est traitée de la même façon que comme on le faisait à l'époque où CNN était le média super puissant qui donnait le tempo. Le dernier point, je termine par là parce que ça permettra de répondre peut-être précisément à vos questions, c'est qu'il faut bien se questionner, c'est quoi le journalisme, c'est quoi la communication? On peut confondre les deux, mais moi j'aime souvent à dire, il ne faut pas que dans ce débat, on entre dans un débat théorique de savants.
Avant d'être journaliste, nous sommes africains. Et le journalisme que nous faisons pour moi, de journalisme, ça n'existe nulle part. Quand vous faites un média, dès la base, vous avez une vision, vous avez une ligne éditoriale, et ça, vous devez pouvoir l'assumer. Et il faudrait que les journalistes arrêtent de se laisser piéger par des concepts qui ne veulent absolument rien dire. Pour dire pourquoi je m'engage dans ce métier. Et comme l'a dit à propos le professeur Franklin, il y a d'abord une question de vérité. Il y a d'abord une question de vérité. Pendant longtemps, on a fait croire aux journalistes africains qu'on était un grand journaliste quand on insultait les dirigeants, quand on essayait de singer les autres. Mais cela avait également une raison. C'est que la base de l'information, c'est ce qu'on appelle les agences presse. Et malheureusement, aujourd'hui, la plupart des médias se nourrissent encore auprès des agences occidentales, notamment l'AFP et Reuters, qui déterminent ce qui fait l'actualité dans nos pays. Donc, je pense que le problème est tellement profond et je pense que vous avez très bien fait de mettre une thématique comme ça à l'ordre du jour pour que nous puissions en parler. Mais j'insiste là-dessus, c'est à nous de réagir. Nous devons aller plus loin que ce qu'ont commencé à faire les pays de l'AES, supprimer de nos espaces de diffusion les chaînes qui ne correspondent pas à nos temps et amener les Africains à consommer les Africains. Parce que si vous leur donnez le choix, naturellement, ils vont consommer tout n'importe quoi, mais si vous régulez, comme c'est le cas dans certains pays qu'on peut moquer pour telle ou telle raison, vous protégez votre population, protégez votre opinion publique. Si vous exposez votre opinion publique, si vous laissez votre ennemi venir parler à votre femme et à vos enfants chaque jour, il finira par les convaincre que vous êtes le diable. Donc, il y a d'abord un travail de nettoyage à faire, un travail de toilettage et ensuite un travail de promotion des médias africains et panafricains pour qu'on puisse avoir le contrepoids. Il y a des choses qui sont déjà faites, mais à mon, c'est pas assez. Je préfère m'arrêter là pour... Je voulais plutôt continuer avec vous sur cette lancée. Comment est-ce qu'il est possible, comment parvenir à ce que la voix de l'Afrique soit plus audible, non seulement sur le continent africain, mais aussi sur la scène internationale? Comme je l'ai dit tantôt, la première chose, c'est qu'il y a un travail de nettoyage à faire. Il faut réduire les chaînes qui sont diffusées en Afrique. C'est indispensable. Il y en a beaucoup trop et je pense que personne ne me contredira là-dessus. Une fois qu'on a fait le travail de nettoyage, il faut que nous puissions avoir nos propres instruments, nous puissions avoir nos propres médias. La RTD, par exemple, finalement, puisse avoir aussi de l'écho au-delà du Burkina pour y effectivement d'autres pays africains. Que des chaînes comme Vox Africa puissent justement avoir plus d'écho. Parce qu'à la base, c'est une question de moyens. Et je suis beaucoup aimé que mes dévanciers aient parlé de... Vous avez une chaîne comme BBC dont le budget est supérieur à celui d'un pays africain. Comment voulez-vous que les médias africains qui n'ont pas de véritables moyens puissent concurrencer? Vous avez France 24 ou France Média Monde avec un budget aussi colossal et accompagné avec l'État français. Je vais vous donner une petite anecdote. Je faisais une conférence, je pense, à Tchèque au Paris et le jeune Africain m'a dit, mais pourquoi on ne voit pas Vox Africa sur les terrains comme on voit France 4 par exemple? Et j'ai beaucoup rigolé en lui disant, nous on aimerait bien, mais on a aimé l'Afrique, mais on est partidaire. Ce que vous ne savez pas, c'est que les images du front que vous voyez sur France 24 sont souvent fournies France 24 par l'armée française, puisque généralement, c'est elle qui est en train de faire la guerre par procuration. De deux, il faut du journalisme embarqué. Ils mettent des journalistes en leur blé pour les amener parce qu'ils ont besoin de raconter leur narrative. Ils ont besoin de raconter la guerre de leur manière. Et je pense que le modèle en cela, c'est la guerre du Golfe. Vous vous souvenez tous de la première guerre du Golfe, filmée en direct sur CNN, avec le narratif américain. Donc, on arrive aujourd'hui à construire cela. Donc, c'est à nous, déjà, à nous protéger, comme le font les Chinois. Si vous allez en Chine, par exemple, vous n'aurez pas accès à Facebook, vous n'aurez pas accès ou encore à Google, vous avez WeChat. Quand vous allez en Chine, vous n'aurez pas accès à toutes les chaînes de télévision que nous pouvons avoir en Afrique. C'est aussi le cas en Russie, c'est le cas en Iran. Nous nous protégeons et maintenant nous nous donnons les moyens. Et quand je parle de moyens, il s'agit de vrais moyens et pas seulement de moyens financiers.
Quand on parle de moyens, les gens ont toujours des moyens financiers. Non, il y a également des moyens de pression. Décider comme l'a fait, et j'en profite pour noter cela, le président du Faso, le capitaine Ibrahim, donner exclusivement la parole aux médias africains. Vous avez vu la dernière interview que nous avons faite avec le chef de l'État du Faso, comment elle a été reprise à travers le monde. On a obligé tous les médias non africains qui voulaient de cette actualité de se référer aux médias africains. C'est aussi ça, donner des moyens aux médias africains. Si on continue à faire comme certains chefs d'État qu'on sait qui vont se faire humilier chaque matin sur RFI par certains journalistes qui les traitent avec une telle condescendance, si vous avez les chefs d'État qui pensent qu'il vaut mieux parler à France 24 que de parler à Vox Africa ou à RTD ou à Africa ou à quel autre média africain, ça ne marchera pas. Il faut qu'on donne de la force aux médias africains en leur accordant la crédibilité et que les Africains changent aussi leur mentalité. Parce que vous dites oui, les médias africains, il y a si, non, on fait avec ce qu'on a, on se construit dans la dureté et c'est comme ça qu'on va grandir et pouvoir nous imposer. Tout à l'heure au cours de l'émission. Monsieur Nadambega, alors on déplore une absence retentissante de la voix de l'Afrique sur la scène internationale. Alors quelle place occupent justement les médias internationaux dans la géopolitique de la communication? Ben, effectivement, si vous regardez l'Afrique, c'est les grands enjeux, mais l'Afrique, c'est la bouche fermée. En fait, on parle plus de l'Afrique qu'on l'écoute. Maintenant, la responsabilité, comme le disait tantôt, c'est à qui la faute? Et il faut effectivement identifier les défis, les problèmes qui posent cela, et maintenant venir avec des solutions alternatives. Au niveau des défis, contentons-nous à cette étape de prendre conscience complètement et de nous interroger. Et laissons effectivement ceux qui ont créé ça. Parce que ce n'est pas demain qu'ils vont arrêter. Ils ont créé ça dans le sens effectivement de résoudre leurs problèmes. Et vous voyez que pour peu simplement qu'au niveau de l'AES, on a pris un certain nombre de mesures, entre autres celle dont il parlait tantôt, qui est récente, de nous donner la parole, la primeur de l'information qu'à nos journalistes. Ils sont obligés de venir. Mais on n'a pas joué sur eux pour dire, oui, on ne va pas vous inviter, etc. On a juste agi sur nous. Donc, pour parvenir à ce qu'il disait, il faut que nous travaillions d'abord au niveau de la diplomatie interne à l'Afrique. Si on peut faire un certain nombre de choses déjà, aussi minimes que ce soit au niveau de l'AES, c'est parce que on a pu mettre des domaines effectivement de compétences ensemble. Aujourd'hui, nous voyons effectivement qu'à la télévision nigérienne, à la télévision malienne, il y a des éléments du Burkina Faso, et de même effectivement au niveau du Burkina Faso. Mais c'est du leadership que ça vient. On parle effectivement du problème de moyens, incluant les moyens non monétaires. Il faut effectivement travailler au niveau politique. Et au niveau politique, tant qu'il n'y a pas un minimum d'harmonisation, ce n'est pas possible. Le professeur Nyamsi, qui le disait tantôt, écoutez, on a même rabougri en termes effectivement de taille. L'Afrique au niveau de la carte du monde. Oui. Au niveau de la position, on a enlevé sa position centrale pour mettre effectivement une position périphérique. Nous, qu'est-ce que nous faisons effectivement par rapport à ça pour ne prendre effectivement que... C'est dire effectivement qu'aujourd'hui, nous devons travailler à ce que l'Union africaine, par exemple, ne soit pas seulement une structure consultative. Nous avons 54 États en Afrique. On n'a même pas une seule voix au niveau effectivement du Conseil de sécurité. Ça veut dire quoi? Et ça fait combien d'années que nos chefs d'État défilent et font seulement de la figuration? Je pense que nous devons travailler à élargir des espaces comme l'AES. Nous devons travailler, et pour travailler à les élargir, il faut déjà que nous-mêmes, qui avons atteint effectivement ce premier niveau, cette première étape, nous travaillons à avoir une radio, une télévision qui représente toute l'AES. Et on doit considérer effectivement des institutions comme la télévision comme des institutions qui ont besoin d'être comme des avions supersoniques. Parce que autant les avions supersoniques mettent effectivement des temps éclairs pour combattre, autant vous devez avoir les moyens structurels et financiers pour atteindre effectivement toujours. Ça, et nous vous disons merci pour la proposition. Et puis de deux, il faut que nous travaillions très sérieusement à
Vraiment, il faut qu'on en ait peur, on soit complexé de dire effectivement que nous sommes en train d'élaguer des programmes, de refuser des programmes. On ne peut pas comprendre qu'un pays comme le Burkina Faso, comme le Niger, comme le Mali, nous sommes engagés sur les valeurs endogènes, nous laissons encore des programmes qui établissent, des télévisions, parce qu'on parle de médias, il ne faut pas parler seulement de la communication radio, télévisuelle simplement, il faut parler aussi du cinéma. Et quand on parle du cinéma, on ne peut pas laisser certains programmes qui viennent acculturer davantage nos populations. Donc il faut donner effectivement une décision qui limite ça, et ça va donner l'opportunité à nos créateurs de contenu de créer des contenus qui prennent en compte nos valeurs, tout en faisant en sorte qu'ayant plus de moyens, ils les rendent intéressants et que ce soit bâti sur nos valeurs. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on prend des décisions qui ne sont pas économiques. Elles ne vont pas être viables. Il faut lier les deux choses. Prendre en compte nos valeurs, prendre en compte les valeurs endogènes, supprimer courageusement et défendre effectivement l'entrée de certaines choses, mais donner, appuyer pour la création de contenus très attractifs qui va créer effectivement des ressources. Alors, chaque acteur a son rôle à jouer dans cette dynamique, dans cette volonté d'aller vers une communication souveraine de l'Afrique. Il parlait des gouvernants, des dirigeants, mais il y a aussi la société civile, il y a les citoyens. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme solution pour relever les défis communicationnels dans un élan de souveraineté de nos États? Je pense qu'il faut préciser que nous sommes en guerre. Une guerre qui nous a été imposée depuis plus d'une décennie maintenant. Et il est de notoriété publique que cette guerre, c'est une guerre impérialiste qui vise donc à nous maintenir dans une situation donc, de dépendance permanente vis-à-vis de l'Occident. Et quand on est en guerre, on ne peut pas réfléchir de la même façon que dans un contexte de stabilité et de paix. Et face à des difficultés de ce genre, il y a deux attitudes. Soit donc on se soumet aux desiderata des impérialistes, soit on décide de se rebeller, de se révolter et d'amener ou d'imposer, je dirais, une certaine forme de révolution à travers des réformes dans tous les domaines possibles. Ce qui, de mon point de vue, amène une exigence principale, la nécessité d'une prise de conscience collective de ces trois pays de l'AES. Et je pense que le président camarade Ibrahim Traoré joue sa partition, notamment au niveau de la communication, à travers ces différentes sorties qui ont un caractère pédagogique, mais qui contribuent également à informer la population et à un éveil des consciences véritables. Je pense que le dernier exit en date est un modèle et une référence à la matière et c'est indéniable. Partant de là, de mon point de vue, la société civile ne peut que être un relais de la vision de la révolution progressiste populaire qui est en marche dans notre pays et des réformes qui sont en cours au niveau de l'espace AES d'une manière générale. Des relais efficaces, des relais crédibles, des acteurs de terrain. C'est leur vocation par essence. Et partant de là, elles doivent donc s'organiser pour d'abord, dans un premier temps, mener la veille citoyenne d'une part, mais également travailler à faire passer la vision donc des dirigeants auprès des populations à la base. Et ça, c'est un travail extrêmement important. Et contrairement à ce que certains peuvent penser, ça ne se fait pas dans l'anarchie ou dans le désordre. C'est un travail qui se conçoit avec une vision bien précise et avec donc des canevas bien définis. Je parle donc sur le contrôle de mon grand frère Nana Mbega, qui est également un acteur majeur de tout ce qui est dans le domaine de la vie associative d'une manière générale. Donc, de mon point de vue, je pense que c'est sur ce segment précisément que les organisations de la société civile d'une manière générale peuvent apporter une valeur ajoutée à la marche en cours dans notre pays et dans l'espace AES d'une manière générale. Merci. Mais je voulais faire une précision avant de clore mon propos, que quand on parle donc de Média Monde, il s'agit donc de France 24, RFI et TV5 Monde. Ça, c'est une précision de taille que de mon point de vue, il fallait donner. Et je précise qu'en France, dans le contexte de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, Sputnik et RT, Russia Today, ont été purement et simplement suspendus des médias russes, donc de l'espace médiatique français. Et donc, quand
j'ai fait le parallèle avec le Burkina oui. et les pays de l'AES qui ont également suspendu RFI, et France 24 et je pense LCI. Ce n'est pas pour rien que ça a été fait. Et je pense que cette vision est une vision à saluer et il faut qu'on commence par des actes forts de ce type pour commencer à contrôler l'opinion de notre pays et à distiller les messages que nous voulons. Merci. Alors, Dr Nebié, quelle solution pour une communication au profit de la souveraineté des pays africains? Oui, la solution, je crois que Jules Donché l'a déjà dit, Yago l'a dit, mon grand frère, Madame Béga l'a dit également, il faut véritablement que nos dirigeants investissent dans nos médias publics. Et c'est à cette seule condition-là que le combat pour une souveraineté vraie, qui est engagé à la fois dans notre pays, mais dans l'espace AES de façon générale, pourra véritablement avoir un effet. Sinon, vous allez suspendre les médias occidentaux, qu'on appelle les médias internationaux, mais s'il n'y a pas de médias forts qui prennent le relais, mais on va encore contourner, et aujourd'hui, il y a des moyens de contournement, hein, ça existe. On va contourner les VPN, on va aller suivre encore ces médias. Donc l'espace, le vide qui a été créé par la suspension des médias internationaux, est-ce que ces vides-là sont comblés aujourd'hui? En décembre 2024, il y a eu la rencontre des ministres de la communication de l'AES, je crois à Bamako, où justement il a été acté de la création d'une web TV, et également d'une radio pour l'espace AES. On est en décembre 2024. Quand ça a été acté, nous sommes aujourd'hui en octobre, non 2025. On est en train d'aller progressivement vers un an. Je ne sais pas si après la décision qui a été prise de la création, véritablement quelque chose a été fait. Mais l'AES, la Confédération, ça fait déjà plus de 2 ans. Mais véritablement, la communication ne devrait pas attendre, enfin, tâtonner comme ça à ce niveau-là. Très rapidement, ces outils, ces instruments devraient être mis en place pour permettre aux Haïtiens, donc les habitants, les populations de l'espace AES, de suivre des informations fournies par l'AES. En attendant, on a une page dans nos différents médias, les télénationales. C'est à saluer. C'est à saluer. Je suis la RTB, il y a la page AES où des informations sur le Mali, sur le Niger sont données. C'est déjà bien. Mais comme disent les commerçants de chez nous, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Si véritablement on a des médias, comme la Web TV qui a été annoncée, une radio, qui prennent véritablement en compte l'aspect communicationnel de l'espace AES, je crois qu'on va atteindre l'objectif qui est visé. On parle également de communication, de vision, d'éveil de conscience. Et vous l'avez dit dans la thématique des idées qui sont déversées en Afrique. Mais si véritablement il n'y a pas eu ce travail collectif à la fois des journalistes, mais aussi des intellectuels, on va toujours croire que le meilleur exemple vient d'ailleurs. C'est Jules Donché d'ailleurs qui, dans une de ses émissions, quand je suivais, disait que malheureusement c'est toujours la femme du voisin qui semble être la plus belle. Et ce jour-là, quand j'ai écouté ça, j'ai rien. Mais il a raison. Quand vous prenez par exemple la démocratie, je vais aller vite. Aujourd'hui, merci d'aller vite. Ils sont combien les intellectuels africains qui pensent que la démocratie, donc donner le pouvoir au peuple là, ou dire que le pouvoir est l'émanation du peuple, nous vient de l'Occident, nous vient de la Grèce. Sur 100 intellectuels, si vous demandez, ils sont peut-être 95 qui vous diront que le modèle de gouvernance préconisé par ce qu'on appelle la démocratie nous vient de l'Occident. Mais le grand frère est là, le Kouroukan-Fougan. C'est en 1236. En 1236, avant la Charte universelle des droits de l'homme. Mais que dit le Kouroukan-Fougan? J'ai donné une communication dans un colloque scientifique. Quand j'ai parlé de Kouroukan-Fougan, la plupart de ceux qui étaient dans la salle, qui sont des collègues d'université et la plupart des doctorants, sont venus me demander, mais le Kouroukan-Fougan, c'est quoi?
Vous comprenez que le mal n'est pas seulement de l'Occident. Et pour terminer, Jules l'a dit, ils sont combien les chefs d'État africains qui préfèrent donner la primeur des informations aux médias internationaux. Donc, ce que nous, Africains, nous avons comme information de nos palais présidentiels africains, vient de l'Occident parce que ce sont nos chefs d'État qui leur donnent ces informations, préférant leur parler que de parler à leurs médias. Est-ce que on pourrait dire que la faute vient des Occidentaux? Non, c'est encore nous. Merci beaucoup, Dr Nebié. Alors, professeur Niamsi, on comprend que le défi réside désormais dans la création ou le développement de médias africains souverains, pluriels et indépendants. Alors, ma question est la suivante. Quelle est votre recommandation concrète pour renforcer justement la place de l'Afrique dans les débats mondiaux sur les enjeux du moment? J'aurais plutôt 4 recommandations. 4. La première, ce serait que nous nous approprions entièrement les paradigmes, les concepts à partir desquels notre image en Afrique et hors de l'Afrique est construite. La réappropriation paradigmatique du discours sur nous-mêmes. Il nous faut nous battre pour que ce que les autres pensent de nous ne détermine pas ce qu'on pense de nous, mais ce que nous pensons de nous-mêmes et ce que nous voulons qu'on pense de nous. Donc nous devons être capables de projeter l'Afrique à l'échelon géopolitique à partir de ses propres racines civilisationnelles. Pour cela, une réforme de l'éducation, de la maternelle à l'université, une réforme de nos programmes dans tous les médias s'impose, ayant pour but d'enraciner les consciences dans la grande tradition civilisationnelle africaine et ces valeurs qui pour moi sont essentiellement les valeurs de vérité, recherche de la vérité, de justice, recherche de la justice en toutes choses, entre les humains, mais également entre le monde humain et les mondes non humains, et également les valeurs de solidarité. Deuxième recommandation, nous devons investir de toute urgence dans les moyens des hautes technologies de l'information. Je commencerai pour ma part par les satellites. Il y a urgence d'un Internet africain autonome qui ne dépende d'aucune puissance, qu'elle soit d'Europe, d'Asie, du Moyen-Orient ou d'Amérique. Nous devons nous emparer du ciel africain. Il existe aujourd'hui l'ingénierie à tous les niveaux pour réaliser cela. Il faut que la volonté politique investisse. Les États de l'Alliance des États du Sahel sont fortement engagés dans cette direction. C'est heureux. On connaît des pays comme l'Angola, comme le Sénégal, comme le Maroc, qui sont déjà positionnés dans ce domaine. C'est urgent parce que les plateformes de réseaux sociaux qui nous permettent aujourd'hui de résister contre les médias de l'impérial terrorisme ou du terrojournalisme sont encore sous le contrôle des puissances occidentales. Nous pouvons à tout moment nous retrouver dans des blackouts parce que nous ne possédons pas l'infrastructure du ciel à la terre. Ma troisième recommandation, c'est qu'il ne faut surtout pas oublier que toutes ces transformations ne sont pas possibles sans l'expansion de la révolution populaire progressiste. Tant que nous aurons des régimes qui sont des satrapies reptiliennes, issus du néocolonialisme et de l'impérialisme, nous n'aurons pas les bonnes décisions dans les palais et nous n'aurons pas la communication de libération. Donc il faut absolument soutenir les mouvements panafricanistes révolutionnaires dans tout le continent, mais il faut le faire crânement. Parce que l'Occident impérialiste et néocolonialiste, lui, n'hésite pas à soutenir les pires régimes pour nous maintenir en sujétion. Enfin, pour moi, la quatrième recommandation, c'est qu'il y ait un débat franc entre les professionnels de l'information ou de la communication et les dirigeants politiques, les cadres politiques, pour s'entendre sur le fait qu'on ne peut pas pratiquer toutes les libertés qui nous ont été enseignées à l'école occidentale, de la liberté d'expression, la liberté de croyance, alors que nous sommes en contexte de révolution et de guerre. Il va falloir qu'ensemble, nous acceptions de restreindre certaines libertés pour atteindre nos objectifs de souveraineté. Mais cela doit se faire sur la base d'un consensus et d'une clarification idéologique. Qu'est-ce qui est bon pour nos sociétés aujourd'hui et que sommes-nous prêts à sacrifier pour atteindre ces objectifs? Parce que j'ai observé, notamment lors des universités africaines de la communication de Ouagadougou en 2025, un débat très intéressant entre d'une part des journalistes de l'école classique occidentale en fait, qui croient pouvoir exercer toutes les libertés dites de conscience, d'expression, d'association, quel que soit le contexte. Un journaliste qui dit par exemple, pour moi la plus grande prouesse, ça serait d'interviewer un terroriste.
Et puis, de l'autre côté, la position des autorités qui sont en responsabilité de la défense de la nation, qui disent « il n'en est pas question, on n'aura que des informations qui soient dans la ligne de l'idéologie et dans la ligne de la révolution ». Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut faire entre ces deux écoles de pensée, à savoir un débat franc et ouvert qui permette à tous de comprendre que nulle part une nation en guerre et en révolution ne s'est permis de pratiquer les libertés abstraites de l'idéalisme politique occidental, qui d'ailleurs n'ont jamais été pratiquées par l'idéalisme politique occidental lui-même dans ses périodes révolutionnaires et dans ses périodes de guerre. Il faut que ce débat soit ouvert pour qu'il soit démontré que nous devons sacrifier une part de nos aspirations individuelles pour que le cadre collectif de nos vies, la cité, la police africaine soit renforcée. Et à ce moment-là, on pourra vivre dans un état de droit véritablement solide. Merci, professeur. Il faut dire qu'au-delà des médias internationaux qui sont utilisés par les puissances mondiales comme instruments de domination de l'Afrique, il y a aussi les organismes internationaux comme la CPI. Alors, de la CPI, on parle de juridiction à double vitesse, voilà, d'instruments néocolonialisme pour continuer à influencer, pour continuer à contrôler l'Afrique. Gervais Nadamberga sur ce sujet. Bien, vous savez que le plus grand dol de ces des 20 dernières années que le statut de Rome a permis de faire, c'est la CPI. Pourquoi je dis un dol? Parce qu'on nous a vendu la liberté, les droits de l'homme, une justice internationale normative, qui a puisé de l'expérience de Nuremberg, du Rwanda, du Kosovo. Au prix de quoi? Au prix de la domination, du contrôle des Africains, pour le respect effectivement des leaders africains, pour le respect effectivement des intérêts occidentaux. Et nous avons acheté ça en applaudissant, pour nous retrouver 20 ans plus tard dans une situation où ceux qui ont même poussé à la création ont refusé même de ratifier. Oui. Et allons-y sur des indicateurs concrets. Sur 30 délibérations, les 30 délibérations ont concerné à 98% des Africains. Et quand vous prenez des cas, comme par exemple celui du président Laurent Gbagbo, bon, on l'a envoyé pour laisser libre effectivement l'autre de pouvoir gouverner. Sinon, comment vous pouvez comprendre qu'après, on dise effectivement que il n'y a rien circulé? N'est-ce pas? Une justice qui manque de partialité. Donc, cette justice-là, oui, ce n'est pas que la justice internationale, les objectifs visés au départ sont des objectifs qui ne sont pas nobles. Mais tout comme dans la démocratie, tout comme dans les droits de l'homme qu'on nous a vendus, c'est toujours dans la pratique que l'on s'aperçoit qu'en fait, c'est des pratiques, qui n'ont pas puisé, et peut-être qu'il ne fallait pas s'attendre effectivement à voir que ça puise, puisque nous n'avons pas participé à la définition. Si nous ne participons pas à la définition, peut-être que c'est un rêve de voir effectivement que ça n'a pas puisé dans nos valeurs, comme il le disait avec Kouroukan Fougan ici pour ce qui est des droits de l'homme. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que les droits de l'homme, c'est le droit effectivement aux hommes d'aller avec des hommes, aux femmes d'aller avec des femmes, et que si effectivement un pays refuse, qu'on lui dise effectivement tu es sorti du Conseil des Nations et voilà la série des sanctions. Si on prend le cas du rapport qui a été produit sur les droits de l'enfant au Burkina Faso par le système des Nations Unies, on s'aperçoit une fois de plus que ce qui est recherché, c'est simplement permettre aux terroristes de continuer à faire librement ce qu'ils font, puisqu'on nous met effectivement, on met notre armée nationale, on met effectivement nos VDP, qui sont créés par une loi votée effectivement par le peuple, sur le même pied d'égalité. Alors c'est quoi cette justice internationale? Donc en fait, c'est un leurre, c'est un dol que l'on a fait effectivement au peuple africain. Et c'est heureux de constater que certains pays ont une observation critique et ils ne sont pas restés seulement là dans la gesticulation et ont pris le courage. Nous allons revenir sur ce point après. Donc, c'est dire, au départ, pour résumer, au départ, il ne faut pas qu'on dise effectivement que les États du Sahel, en particulier le Burkina Faso, et certains États sont contre l'idéal de justice normative, l'idéal effectivement des droits d'expression, de liberté d'expression, etc. Oui. Non.
C'est parce que nous disons, si ça doit exister, ça doit s'appliquer à tout le monde. Et parce que ça s'applique à tout le monde, ça doit prendre en compte leurs valeurs intrinsèques, leurs valeurs culturelles intrinsèques. Et ça ne doit pas être quelque chose que l'on décide pour un groupe, effectivement, parce que si on regarde, c'est foncièrement raciste et ça devient effectivement institutionnellement raciste. Alors, foncièrement raciste, c'est à croire que la CPI a été créée pour l'Afrique, pour les dirigeants africains. Il a cité le cas de Laurent Gbagbo, il y a aussi le cas d'Omar el-Béchir du Soudan. Il y a aussi ce cas, les mandats d'arrêt qui ont été émis contre les dirigeants du Kenya. Il faut dire que tous ces cas ont contribué à créer des tensions entre la CPI et les pays africains. Comment vous analysez? Oui, non seulement ça a créé des tensions, mais ça a fini de convaincre même les plus, je dirais, sceptiques quant au fait que c'est un instrument clairement orienté qui a été créé donc, contre les Africains d'une manière générale. Et je salue donc le courage donc, des autorités de l'AES qui ont décidé de prendre leur destin en main une fois de plus et d'assumer leur souveraineté sur la question judiciaire en quittant tout simplement la CPI, qui pour moi est un instrument qui fonctionne à deux vitesses. Et il y a donc la justice donc, des tenants du pouvoir. Oui. Je vois mal la CPI donc convoquer ou interpeller un président d'une grande puissance, d'une des 5 puissances du Conseil de sécurité par exemple. Je sais que le président russe fait des mandats d'arrêt international, mais récemment il était en Alaska où il a rencontré George Bush. Je pense qu'il n'a jamais été question de la Trump, autant pour moi. Et il n'a jamais été question, parce que c'est une puissance nucléaire, et il est au Conseil de sécurité, il est à la table des grands. Donc cela démontre clairement que, le cas le plus récent, Netanyahou, le Premier ministre israélien, cela démontre à souhait que cette justice-là est orientée de manière claire pour brider donc certains chefs d'État qui ont des velléités indépendantistes, souverainistes, nationalistes, et en un mot qui sont des patriotes, qui aiment leur pays et qui souhaitent défendre bec et ongle les intérêts de leur pays. Et de ce point de vue, je ne peux qu'adhérer à cette vision et encourager cette manière de procéder des autorités donc de l'AES qui réaffirment une fois de plus leur volonté d'assumer leur souveraineté dans tous les pans de la gouvernance à l'échelle mondiale. Nous y reviendrons. Docteur Nebié, alors on a l'impression que tout tourne autour des intérêts géostratégiques des grandes puissances. Alors quels sont les enjeux, selon vous, les enjeux géopolitiques plus larges autour du contrôle des ressources africaines liés à ces questions de justice internationale? Oui, mais puisque une fois que un chef d'État africain, un dirigeant africain travaille véritablement pour son peuple, ça veut dire que les richesses dont vous parlez ne pourront pas couler facilement vers l'Europe, vers l'Occident. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir, j'allais dire, des instruments, cette épée de Damoclès qui tourne autour de sa tête pour dire, mais écoutez, on va fabriquer par ces Occidentaux, on va fabriquer des preuves pour dire, il est auteur de tel crime, donc il faut impérativement que la CPI s'en saisisse. Donc, pour mieux contrôler les richesses, il faut contrôler les dirigeants. Et quand un dirigeant n'est plus contrôlable, que faut-il faire pour l'embrigader? Que faut-il faire pour l'enchaîner? Il faut ventiler la menace de la CPI au risque que ce chef d'État-là puisse lui également rentrer dans les rangs. Et s'il ne rentre pas dans les rangs comme ils veulent, effectivement, ils sont capables de l'amener. On a pris tout à l'heure le cas de l'ex-chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo. Mais quand on a envoyé Laurent Gbagbo, qui a fait 10 ans à la CPI, qui est revenu blanchi, quand même, les 3000 morts de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, là, c'est pas qu'ils ont mangé et puis ils sont morts. Non. Donc, si l'un des camps n'est pas responsable, si Laurent Gbagbo est innocent, on ne dit pas forcément que l'autre camp est coupable, mais il faut que l'autre camp ait été également entendu. Ça ne l'a jamais été. Mieux, quand Laurent Gbagbo a été envoyé à la CPI, rapidement en Côte d'Ivoire, on a dit que la Côte d'Ivoire n'extrade plus ses citoyens à la CPI. Allez-y comprendre. Donc c'est pourquoi souvent je dis, est-ce que nous, Africains, on a besoin forcément de faire la Sorbonne pour comprendre que tous ces instruments ne visent qu'un seul objectif,
dominer l'Afrique, dominer les Africains. Et ce n'est pas la domination de l'Afrique et des Africains simplement. C'est pour pouvoir piller avec allégresse nos richesses. Pas plus. Sinon, on ne peut pas comprendre. Et je vais terminer là-dessus. Alors, professeur, est-ce que la CPI peut devenir un outil de justice véritablement impartial au profit des Africains? Cher Mounira, la CPI, Cour pénale internationale, n'a jamais existé. Ce qui a toujours existé, c'est la combine pénale internationale. La combine. Oui, une arnaque, un pseudo-droit, un droiton, s'il fallait créer ce néologisme, inventé par l'Occident pour légitimer son hégémonie, sa cupidité multiséculaire. L'Occident a toujours créé du droit pour légitimer sa force. C'est ainsi qu'il a mis en place le Code noir de Colbert. C'est ainsi qu'il a mis en place le partage de l'Afrique sans les Africains en 1885 à Berlin. C'est ainsi qu'ils ont créé la Société des Nations, se permettant de mettre des nations sous tutelle et de se partager les territoires coloniaux les uns des autres, par exemple les territoires coloniaux allemands à l'issue de la défaite allemande de la Première Guerre mondiale. L'ONU même n'est pas une assemblée démocratique. Elle a deux structures, l'Assemblée générale, one people, one vote, mais les décisions de l'Assemblée générale sont purement consultatives. Il y a un conseil de sécurité permanent de 15 membres, il y a 10 membres rotatifs et 5 membres permanents qui détiennent tous le droit de veto. Même Dieu ne détient pas le droit de veto sur la terre, puisque Satan et ses démons y opèrent encore. Mais eux, ils ont dit que quand ils ont dit non, tout le monde doit se soumettre. Donc, la Cour pénale internationale est à créer. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Voilà pourquoi nous devons nous réjouir que l'Alliance des États du Sahel ait décidé de créer la Cour pénale du Sahel. Car il appartient désormais à chaque civilisation, à chaque société, à chaque État, à chaque nation de se juger elle-même. Et de juger elle-même des crimes qui ont été commis contre elle. Et je finis là-dessus, oui. Mounira. Le continent qui a subi sur la plus longue période les pires crimes de guerre, les pires crimes contre l'humanité, les pires pillages, c'est l'Afrique. Il est temps que les juridictions africaines s'emparent de cette affaire et condamnent toutes les puissances qui ont commis ces crimes, ces génocides sur notre continent, qui l'ont pillé à payer et modifient les relations diplomatiques en conséquence. Merci. Alors, nous allons retrouver Jules Domché de l'autre côté, en ligne, depuis le Cameroun. Alors, Jules, nous parlons à présent de la Cour pénale internationale comme un autre instrument de domination du continent africain. La question que je vous pose est la suivante. Comment les peuples africains peuvent-ils s'approprier de la question de justice pénale internationale pour défendre leur souveraineté et leur dignité? Allô, Jules, est-ce que tu es avec nous? Donc, en attendant de recevoir, une fois de plus, Jules Domché, nous allons poursuivre le débat. Vous avez tantôt évoqué le sujet de la sortie des pays de l'AES, du statut de Rome, statut qui a créé la CPI. Alors, comment vous appréciez, quelle est votre lecture de cette décision de retrait de ces pays de l'AES de la CPI? Non, je pense que ces pays se rendent justice. Ces pays se rendent justice et respectent effectivement les idéologies qui caractérisent leur développement endogène. Parce que, vous ne pouvez pas faire une justice sans un minimum effectivement de souveraineté. Ils sont entrés dans une souveraineté. Ils veulent décider de gérer effectivement la guerre comme ils la souhaitent et dans l'optique effectivement de la gagner. Et quand on traite ces soldats qui sont décidés, par exemple les VDP, qui sont devenus une grande portion de notre force de combat, quand on les traite effectivement de terroristes, quand on les traite effectivement de milices, alors, de façon pratique, qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse? On sort effectivement, on dit d'accord, si vous les appelez ainsi, nous les appelons effectivement des citoyens burkinabés, des citoyens de l'AES qui ont décidé de se mettre ensemble, de mutualiser leurs forces pour se défendre. Donc, c'est de la souveraineté,
c'est de l'objectivité et c'est effectivement du pragmatisme. Secondo, c'est dire, nous avons réalisé effectivement que nous avons été dupés dès le départ. Et comme le dit le professeur Franklin, ils ont réalisé que la chose n'existe. Monsieur Nadambeka, excusez-moi, nous avons Jules en ligne. Jules, je disais tantôt que nous évoquions à présent le sujet de la CPI comme instrument de domination des pays africains. Alors, comment les peuples africains peuvent-ils s'approprier de la Cour pénale internationale, de la justice pénale internationale pour défendre justement leur souveraineté et leur dignité? Je crains fort que pour le moment, nous vous entendons. Les autres panélistes tout à l'heure, parce que j'ai eu un souci technique, mais j'ai envie de dire il ne faut rien attendre de ces institutions internationales, que ce soit la Cour pénale internationale ou les autres organisations que nous connaissons tous. Ce sont des instruments qui ont été fabriqués pour continuer à servir les Africains et c'est nous qui donnons du poids à ces instruments-là, ce qui est totalement paradoxal. Nous n'avons rien à faire à la Cour pénale internationale et je pense que les États de l'AES ont su le démontrer. Il en est de même pour les autres organisations comme l'Organisation mondiale du commerce et même l'ONU, qui était censée être une organisation à vocation mondiale. Mais c'est un instrument également, et vous voyez bien que l'ONU est utilisée par les puissances occidentales pour accomplir leurs objectifs en Afrique. C'est grâce à l'ONU qu'on a pu détruire la Libye et assassiner Kadhafi. Vous vous souvenez bien qu'on a pu avoir facilement un mandat de l'ONU, parce que comme vous le savez fort à propos, à l'ONU, il y a l'ONU des autres et il y a l'ONU, j'ai envie de dire, des puissants, qui est le Conseil de sécurité avec les 5 membres permanents disposant du droit de veto. Donc je pense que nous, autres Africains, nous devons... Alors, vous l'avez constaté, nous avons perdu notre intervenant, Jules Domché. On va poursuivre avec M. Nadambeka, en attendant qu'il nous retrouve. D'accord, merci. Donc, je disais qu'en fait, c'est une question de pragmatisme. Et la question de pragmatisme et de justice qu'on se rend, on ne peut pas aller sur des textes de quelqu'un qui décide que ces milices sur le terrain doivent être favorisées. Et pour que ces milices, ces mercenaires sur le terrain soient favorisés, il faut qu'on disqualifie nos soldats qui sont légalement sur le terrain. Oui. Alors, nous sortons effectivement de là. C'était le minimum, c'est de sortir de là pour laisser effectivement nos soldats travailler dans un cadre légal. OK. Secondo, c'est dire effectivement, nous ne pouvons pas continuer à être dupes. Nous avons cru et nous avons adhéré à la chose en se disant, s'il se passe que demain, quelle que soit l'origine effectivement de fauteurs de troubles, qu'il soit noir ou blanc, on n'aura pas appliqué effectivement les mêmes règles. On s'aperçoit que lorsque il s'agit effectivement d'un occidental, alors il n'est pas concerné. Donc à partir de ce moment, on se dit, nous allons dedans en pensant effectivement que c'est à partir du moment où ce n'est pas légitime pour tous les membres, à partir du moment où ce n'est pas impartial, à partir du moment où il n'y a pas effectivement d'équité, nous sortons parce que c'est des valeurs auxquelles nous tenons. C'est des valeurs de notre culture. L'équité, l'impartialité, la sanction s'applique à tout le monde. Donc, il faut saluer le fait que l'AES ait décidé de créer sa propre cour qui aurait pour compétence sur tous les dossiers à l'intérieur effectivement de l'AES. Parce que ça signifie quoi? Ça signifie que ce n'est pas de la justice, ce n'est pas le respect effectivement des droits de l'homme dans le sens de Kuruka Fuga, qui est propre effectivement à notre culture, que nous rejetons. Mais c'est les droits de l'homme dévoyés, contre nature, que nous disons inégaux, inéquitables, que nous disons effectivement, nous ne sommes pas d'accord. Donc dans ces conditions, il faut saluer effectivement la mesure, il faut demander simplement que le travail pour la CPI au niveau de l'AES se voit le jour et il faut tenir sans complexe. Et nous allons tenter de retrouver Jules. Jules, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis là, désolé. Vous savez, on est en Afrique et les choses basiques restent encore un luxe. C'est ça le paradoxe de notre continent. Voilà. Donc, je suis totalement en ligne avec vous. Je ne sais pas si vous m'entendez. 5 sur 5.
Ok, parfait. Donc, j'étais en train de dire, avant qu'on ne soit coupé, que c'est la même chose qui se passe au niveau de l'ONU. Il faut que nous, autres Africains, nous ayons le courage d'arrêter d'être des instruments aux mains de ces grandes puissances, d'aller faire du remplissage tout simplement au niveau de ces organisations-là. Il faudrait que nous ayons le courage de prendre un certain nombre de décisions, comme la décision des pays de l'AES de sortir de la CPI. La CPI est un instrument et tous les éléments le démontrent. Je suis presque certain que les autres panélistes ont eu à le démontrer à suffisance, même si je n'ai pas pu les suivre. Vous ne pouvez pas avoir une organisation comme la CPI qui est financée par des puissances occidentales, mais qui estiment qu'elles ne peuvent pas être jugées par la Cour pénale internationale. C'est un non-sens total. Ça veut tout simplement dire qu'on a créé cette Cour pour les autres, et notamment les Africains. Vous voyez bien ce qui se passe au niveau de la Palestine. Aujourd'hui, on se sera attendu à ce que la Cour pénale internationale montre un peu de courage. Vous avez vu tout ce qui s'est passé en Libye. Est-ce que vous avez vu la Cour pénale internationale réagir? Moi, je mets toutes ces organisations dans le même panier et j'y ajoute même certaines organisations africaines, régionales et sous-régionales, comme la CEDEAO, comme l'Union africaine. Je me demande encore ce que les pays de l'AES font au sein de l'Union africaine. Vous ne pouvez pas avoir une organisation qui est financée par les autres, dont l'agenda est fait par les autres, et vous pensez que vous pouvez en obtenir quelque chose. Il faudrait qu'on ait le courage, en tant qu'Africains, de dire non et de pouvoir construire de manière méthodique et progressive des institutions véritablement souveraines, comme celle qu'on a commencé avec l'AES. Moi, je souhaite aujourd'hui voir plusieurs pays africains rejoindre ce mouvement parce que là, on a posé les bases d'une véritable souveraineté. Tant qu'on aura des institutions comme l'Union africaine où le siège est offert par la Chine, avec ce que cela peut impliquer comme conséquence sur l'espionnage et tout ce qui va avec, on ne pourra pas avoir des institutions souveraines. Mais avant, j'aimerais revenir sur un point parce que le professeur Franklin Nyamsi avait évoqué une question qui m'intéresse particulièrement. Je fais cette discrétion parce que ça me semble important, où il parlait effectivement de la liberté d'expression et du fait que certains journalistes burkinabés pensaient qu'ils devraient donner la parole aux terroristes. C'est quelque chose qui me semble suffisamment grave pour qu'on ne laisse pas ça passer. Parce que pendant des années, vous vous rappelez bien, ce sont les médias, et notamment occidentaux, qui font la promotion des terroristes. Ce sont eux qui donnent la parole aux terroristes. Vous vous rappelez de la fameuse interview sur France 24 où on a interviewé un chef terroriste? C'est totalement inadmissible. Parce que comme nous le savons tous, les terroristes vivent de quoi? Ils vivent des actions d'éclat. Ça veut tout simplement dire que quand vous leur donnez la parole, vous jouez leur jeu. Vous ne pouvez pas vouloir combattre le terrorisme en leur donnant des tribunes médiatiques. Ça n'a aucun sens. Et comme j'ai eu à le dire, chaque journaliste, avant d'être journaliste, est burkinabé, est sénégalais, est malien, est camerounais. On ne peut pas penser qu'on est tellement bon journaliste qu'on va détruire son pays au nom d'une éventuelle liberté d'expression qui pour moi est une véritable utopie. Parce que ceux mêmes-là, ces gens-là qui vous enseignent la liberté d'expression ne la pratiquent pas chez eux. Vous vous souvenez tous au début de la guerre en Ukraine, comment est-ce qu'en Europe on a décidé de rayer les antennes de Russia Today et de Sputnik parce qu'ils ne voulaient pas entendre un autre son de cloche. Il fallait démontrer que la Russie est en train d'agresser l'Ukraine et tous les médias qui ne tenaient pas ce discours ont tout simplement été suspendus de l'Europe. Voilà des gens qui vous enseignent la liberté d'expression à tout prix mais qui ne l'appliquent pas. Vous avez tous suivi comment est-ce qu'on traite l'information sur le génocide qui est en cours en Palestine. Quand vous voyez les médias occidentaux traiter cette information, vous pensez qu'il y a véritablement liberté d'expression? Quand vous êtes invité sur un plateau, la première question qu'on vous pose, c'est est-ce que vous condamnez le Hamas? Si vous ne dites pas oui, on ne vous donne plus la parole. Est-ce que c'est ça la liberté d'expression? Donc je pense qu'il faut qu'on arrête d'être naïf et c'est ça le gros problème des Africains. C'est qu'on a été longtemps façonnés, on a contrôler nos esprits, où aujourd'hui un journaliste africain pense qu'il est un grand journaliste s'il copie ce qui se fait ailleurs. C'est tout simplement ridicule. Nous devons pouvoir nous approprier nos valeurs, nous devons pouvoir discuter entre nous et définir quels sont nos codes. Pour moi, il n'y a pas de place pour une information terroriste sur une antenne, parce que vous ne pouvez pas penser que la liberté
donner du poids au terrorisme est plus important que celle de protéger votre pays. Et pour revenir sur les institutions, je terminerai par là, il faudrait vraiment qu'on comprenne que l'Union africaine ne peut plus continuer à être encre qui peut. Vous voyez bien qu'à l'Union africaine, il suffit d'être un État africain pour être membre. Nous qui aimons si bien copier, pourquoi nous ne copions pas ce que les autres font pour avoir des institutions solides? Vous voyez comment il faut montrer patte blanche pour être, par exemple, membre de l'Union européenne. Mais en Afrique, vous mettez ensemble, dans la même institution, des gens comme Alassane Ouattara, comme Paul Biya du Cameroun, comme Kagame, comme Ibrahim Traoré, ou bien encore comme Assimi Goïta, des gens que tout oppose. Qu'est-ce que vous pouvez en obtenir? Vous comprenez très bien que c'est une institution qui n'a, à mon sens, aucun avenir et nous devons avoir le courage de les dénoncer. Je vous pose une dernière question avant de prendre congé de vous. Je précise que nous courons après le temps. On est à quelques minutes de la fin de l'émission. Quelles leçons peut-on tirer de cette décision de l'AES de quitter la CPI pour l'avenir de la justice pénale internationale pour les Africains? Je pense que c'était un message très fort. Parce que pendant longtemps, plusieurs pays africains ont menacé de quitter la CPI sans jamais avoir le courage de le faire. Je crois que ce que les pays de l'AES ont fait est tout simplement historique. Et cela démontre en réalité qu'on a la capacité, parce que la souveraineté aussi, c'est de pouvoir se retirer et de dénoncer des accords qu'on a ratifiés. Ratifier un accord, c'est un acte de souveraineté. Le dénoncer, c'est également un acte de souveraineté. Et je souhaite que cela ne s'arrête pas qu'au pays de l'AES, parce que comme vous avez bien compris, il y a une volonté aujourd'hui de créer une politique d'isolement des pays de l'AES. Pourquoi? Parce qu'ils ont une idéologie révolutionnaire. Il faudrait que d'autres pays qui n'en pensent pas moins aient le courage de franchir le pas, parce que quand l'AES va se retrouver isolée, ça va être très compliqué et c'est la stratégie aujourd'hui. Nous avons quand même la chance aujourd'hui que contrairement aux années Sankara, il y a un changement sur la scène internationale. Et les gens, effectivement, qui s'inquiètent quant à l'avenir de l'AES n'ont qu'à bien rester tranquilles parce qu'aujourd'hui, le Burkina n'est pas seul. Le Burkina est au sein d'une alliance avec le Mali et le Niger. Aujourd'hui, sur la scène internationale, il y a d'autres partenaires, la Russie notamment, l'Inde, la Chine et même la Turquie qui peuvent permettre d'avoir un regard multipolaire. Donc, je pense que nous, autres Africains, la principale leçon que nous devons tirer, c'est que notre destin ne dépend que de nous et de nos actes, du courage que nous devons avoir. Moi, je pense que tous les jeunes Africains qui nous regardent aujourd'hui doivent se battre pour avoir des dirigeants panafricanistes à la tête de leurs États. Je parle de vrais panafricanistes, pas des comédiens qui se réclament d'être panafricanistes le jour et la nuit, travaillent pour les réseaux france-africains. Non, il faudrait qu'on ait l'émergence d'une nouvelle classe de dirigeants africains qui vont pouvoir se mettre ensemble. Parce que la solution définitive, ça va être l'union. L'AES seul n'y arrivera pas. L'AES seul ne pourra pas libérer l'Afrique. Il faudrait que ce courant irrigue la plupart des pays africains et qu'on ait effectivement une vague de nouveaux dirigeants moins complexés, courageux, qui vont nous permettre d'obtenir tout simplement notre liberté et de pouvoir jouir de nos richesses, parce que oui, c'est de ça qu'il est question. Tout ce qu'on fait là, c'est des actes de prédation pour venir nous empêcher de jouir nos richesses. Et ce n'est pas un fait du hasard. Les gens ne se sont jamais demandé comment est-ce qu'on a fait pour que le Sahel devienne le cœur du terrorisme mondial. C'est juste extraordinaire. Vous comprenez bien que tout ça est fabriqué de toutes pièces et que ce qu'on appelle des terroristes, c'est juste des fabrications pour fragiliser nos pays et pousser nos dirigeants vers la dérive. Conséquence aujourd'hui, pour les pays de l'AES, c'est très compliqué de mener un programme de développement parce que vous êtes permanemment dans la guerre. On vous maintient dans cet état de survie pour que vous ne puissiez pas en sortir. Et je pense que tant qu'il n'y aura pas une prise de conscience collective, ce sera difficile pour nous de nous en sortir. Merci beaucoup. Jules, voilà, je précise que c'est votre dernière prise de parole à cette émission. On est presque au bout du temps qui nous est imparti. Je précise que vous êtes journaliste camerounais et c'est depuis le Cameroun justement que vous prenez part à ce numéro de questions majeures. Merci beaucoup et à très bientôt. Alors, je vous donne la parole à M. Nathan Berga. Oui. Vous étiez presque à la fin de votre intervention. Absolument, non, mais je veux soulever quand même quelques leçons. Oui. À l'endroit effectivement des peuples africains et des jeunes qui nous écoutent. Il a fallu effectivement des leaders éclairés qui acceptent de prendre des risques pour leurs concitoyens.
pas seulement au niveau de leurs États, mais au niveau d'un groupe d'États, pour arriver effectivement à cette situation. Ils ont eu besoin, et ils ont toujours besoin, du soutien populaire, donc de l'adhésion du peuple à leurs décisions. Donc, comme les Anglais disent, walk your talk, ils marchent effectivement en fonction de leur dire. Et ils font, et c'est ce qu'ils doivent faire, qu'ils luttent pour avoir effectivement des leaders qu'ils vont soutenir. Et ils pourront effectivement renforcer le bloc des États africains qui sonnent le réveil et qui disent effectivement à partir de maintenant, nous ne laissons plus effectivement tout être dicté, ne laissons plus l'Afrique comme le champ des expérimentations de toutes les idéologies d'exploitation. Donc je pense que cette leçon-là doit être tirée. Et dernièrement, c'est dire, ça a un prix. Et le prix, c'est quoi? C'est qu'il y a différentes sanctions, mais il y a aussi potentielles, mais il y a aussi des sanctions effectives. Aujourd'hui, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, on voit effectivement que les anciens partenaires techniques et financiers se sont retirés pour dire asséchons-les financièrement, on verra où ils vont. Donc ça coûte à la poche et aux conditions de vie des populations. Et il ne faut pas continuer de penser qu'il faut effectivement 4 voitures dans une famille, il faut effectivement envoyer les enfants à Paris ou aux États-Unis. Il faut rationaliser. Il faut rationaliser. Alors, M. Yago, vous avez déjà donné votre point de vue sur le retrait des pays de l'AES de la CPI. Alors, comment est-ce que cette décision s'inscrit-elle dans une stratégie plus large d'une affirmation de la souveraineté de ces pays? Ok. Merci. De mon point de vue, je pense que en plus de la prise de conscience collective et de l'intelligence collective qui s'impose, il faudra donc travailler à mobiliser le maximum, je dirais, de forces vives au niveau de nos États respectifs pour renforcer la dynamique en cours, car c'est l'union qui fait la force. Il est évident qu'on ne pourra jamais mobiliser tout le peuple, tout le monde, autour des idéaux en cours et de la dynamique en cours. Mais il faut travailler à rassembler le maximum de personnes possibles pour faire en sorte que cette dynamique soit irréversible, avec l'accompagnement du maximum qui sont de bonne volonté. Et je suis convaincu qu'il y a des patriotes qui sont prêts à le faire et ils sont nombreux. Pour répondre précisément à votre question, je pense que nous sommes à un tournant historique de l'évolution mondiale. Nous sommes dans un contexte où l'ancien monde qui agonise ne finit pas de mourir. Ancien monde dominé donc par les Occidentaux et l'impérialisme occidental. Mais nous avons la chance, la grande chance d'avoir un monde qui émerge depuis quelques années et qui se présente aujourd'hui comme une opportunité inespérée pour la dynamique en cours au niveau de l'AES. M. Domché a parlé tantôt donc des BRICS, créés en 2009, qui a été élargi récemment. Ils sont passés de 5 à 10 pays, qui pèsent à eux seuls 40% du PIB mondial. C'est largement au-dessus donc des pays du G7, qui sont autour de 20% du PIB mondial en termes de parité d'achat, ce qui est un atout non négligeable. Récemment, l'Organisation de la coopération de Shanghai s'est réunie donc en Chine, autour du président Xi. Et vous avez pu suivre donc les échanges fructueux qui ont pu s'y tenir et les perspectives intéressantes qui se profilent à l'horizon pour l'ensemble des pays du Sud global, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, de ce point de vue, nous avons une chance inespérée, une opportunité quasi unique. Et nous avons une fenêtre de tir exceptionnelle qu'il faut exploiter à bon escient. Et je pense que c'est jouable. Et c'est dans ce sens que je suis optimiste. Merci. Quant au travail qui est en cours par la nouvelle génération, incarnée donc par les 3 leaders, donc Tiani au Niger, Traoré au Burkina et Goïta donc du Mali. Et il y a beaucoup d'espoir que beaucoup de jeunes nourrissent aujourd'hui quant à cette dynamique en cours.
et nous espérons que pour une fois, enfin cette fois-ci au moins, ce serait la bonne. Merci. Et que l'essai sera transformé pour le bonheur de l'ensemble donc des populations de l'AES et pourquoi pas à l'échelle de l'Afrique, parce que le souhait de tous, et ça a été évoqué par certains, c'est que ça fâche, donc ça se propage, ça irradie au-delà de ces trois pays, l'Afrique occidentale et pourquoi pas l'ensemble de l'Afrique. Et ça peut être l'embryon, le socle, la base de la future unité africaine qui viendra donc remplacer celle qui est déclinante et que nous dénonçons tous ce soir. Merci. Je précise que nous sommes au bout du temps. On vous donne la parole à vous deux avant de conclure. Est-ce que vous êtes aussi animés par les mêmes sentiments d'espoir avec ce retrait des pays de l'AES? Vous évoquiez tantôt ces mécanismes endogènes qui sont en vue dans l'espace AES pour juger les crimes graves. Mounira, je suis parfaitement convaincu qu'en fait, plus que d'espoir, il faut parler d'espérance. Vous savez, l'espoir est l'attitude dans laquelle on attend qu'un avenir heureux vienne vers nous. Il y a une espèce de passivité quand on est dans l'espoir. D'ailleurs, on sait très bien que l'espoir fait vivre signifie en même temps que l'espoir ne garantit rien. On peut vivre dans l'espoir sans jamais vivre authentiquement. Nous entrons avec l'AES dans l'espérance. L'espérance consiste à agir sur l'avenir. Les décisions que prend l'AES transforment concrètement la vie des citoyens sahéliens. Sur le plan de la sécurité, sur le plan de la diplomatie, sur le plan de l'économie, sur le plan de la culture et de la résurrection civilisationnelle, on voit cela. Mais ce qui est aussi important ici, c'est qu'en réalisant cela, l'Alliance des États du Sahel guérit les Africains des traumatismes de la fatalité ontologique, de la paresse de volonté de puissance, de la pauvreté de l'estime de soi. Dans les diasporas d'Amérique, d'Asie, d'Europe, dans les îles des océans Atlantique et Indien, sachez que les pas de l'Alliance des États du Sahel, comme sur tout le continent africain, sont des pas thérapeutiques. Des gens se mettent enfin à être convaincus qu'ils peuvent changer leur vie et ont engagé ces processus de changement. On a accusé faussement le président Ibrahim Traoré d'avoir payé une campagne de propagande médiatique le 30 avril passé. Ce qu'on n'a pas vu, c'est que c'est une onde de conscience de souveraineté qui s'est emparée des peuples africains de tous les continents et qui se traduit désormais par des réalisations. L'Alliance des États du Sahel, ce n'est pas qu'un espoir, c'est une espérance, c'est notre espérance, celle d'une Afrique panafricaine, une Afrique mondiale, authentiquement souveraine et respectée. Docteur Nebié, alors on va parler d'espérance et non d'espoir. Ah oui, parce que l'espoir fait vivre. Quelles leçons tirer de cette sortie, une fois de plus, des pays de l'AES, cette fois, de la CPI, non seulement pour l'AES, pour le continent africain et pour l'avenir de la CPI? Ce qu'on peut tirer, enfin ce que moi je dis comme leçon, je pense que quelqu'un l'a déjà dit sur ce plateau, la CPI ou toute autre forme d'organisation, qu'elle soit sous-régionale ou internationale, on y adhère par souveraineté. Et on y sort également par souveraineté. Le statut de Rome, adopté en 1998, entré en vigueur en 2000. Le Mali y est adhéré en 2000. En 2002, plutôt que c'est rentré en vigueur. Le Mali y a adhéré en 2000. Le Niger en 2002. Le Burkina Faso en 2004. Tous ces trois États, ce n'est pas la CPI, ce n'est pas un État, enfin la France si vous voulez, ou tout autre État, qui a enchaîné ces trois pays, aller les déposer à la CPI. Non. Chaque État y est allé de son propre gré par souveraineté. Quand le moment vient pour ces États, après avoir fait le diagnostic, l'introspection nécessaire, on estime que ce que nous croyons avoir un y adhérent en matière de justice internationale, nous n'avons pas la réponse à nos préoccupations, mais nous y sortons également de façon souveraine. Donc aujourd'hui, tous les procès qu'on fait aux dirigeants de l'AES, tendant à dire que c'est parce qu'ils veulent fuir la justice internationale qu'ils quittent la CPI. Donc cela revient également à confirmer le fait qu'on dise que donc, la CPI est une juridiction internationale qui veut justement embrigader les chefs d'État
qui veulent travailler pour leur population. Si c'est le cas, donc nous avons eu raison de partir de la CPI. Ça, c'est la leçon que je tire pour nos pays. C'est un acte de souveraineté assumé. Pour les autres pays africains, mais Dieu Donché l'a dit, la dynamique, elle n'est pas seulement au niveau de l'AES. On a vu récemment l'enquête qui a été faite par Jeune Afrique, à part, avec Fric à part, Wari. Donc, mais vous avez vu, je crois que c'est 66% officiellement, 66% de citoyens francophones qui ne sont pas de l'AES voient l'AES comme effectivement l'espérance pour l'Afrique. Ça, ce n'est pas des citoyens de l'AES qui parlent. Ce sont des citoyens d'autres pays africains en dehors de l'AES. Et la leçon pour la CPI, c'est que progressivement, d'autres États vont partir de la CPI et la CPI finira par mourir de sa propre mort. J'allais terminer véritablement sur un aspect. Et là, c'est l'ONU. L'actuel président syrien, Abou Mohamed al-Djoulani, de son vrai nom, Ahmed al-Sharia, chef terroriste, dont la tête était mise à prix par les États-Unis, dont le Conseil de sécurité de l'ONU a voté une résolution, je crois il y a quelques années de cela, comme étant un mouvement terroriste. Ce chef terroriste, on ne sait pas à quel moment il a fait sa répansion en passant de terroriste à démocrate, tient au Conseil de sécurité, à l'Assemblée générale de l'ONU, un discours. Et il est même enlacé par Emmanuel Macron, dont le pays se présente comme le pays antiterroriste, le pays des droits de l'homme. Est-ce que nous, Africains, on a encore besoin qu'on nous asseye sous l'arbre à pala pour dire que ces institutions-là ne sont pas ce qu'elles disent être et que nous avons le droit et l'obligation même de tirer toutes les conséquences qui s'imposent et de nous retirer pour construire véritablement des institutions qui puissent prendre en charge nos préoccupations. Merci beaucoup, Dr Boukari Nebié. Je rappelle que vous êtes ancien chercheur, spécialiste en analyse du discours. Merci à professeur Franklin Nyamsi, professeur agrégé de philosophie. Merci à Gervais Nadambega, ingénieur de développement rural. Merci à Alpha Yago, il est communicateur. Et nous disons aussi merci à Jules Domché de l'autre côté, au Cameroun, qui est journaliste. Je rappelle, monsieur, que vous vous êtes prononcé sur la géopolitique, les médias occidentaux et la CPI comme instrument de domination de l'Afrique. Nous espérons, madame, monsieur, que vous avez pris bonne note de ce moment de décryptage, d'analyse de ce thème majeur. Alors, c'est avec plaisir que nous vous retrouvons très prochainement sur les antennes de la RTB et à Questions majeures pour débattre d'autres sujets majeurs. Bonsoir chez vous et à très bientôt.